Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Et on démarre avec une annonce du ministre Pap Ndiaye. Tout élève harceleur pour qui aucune solution n'aura été trouvée sera exclu de l'école dans laquelle il est scolarisé. Et si le sujet du harcèlement était enfin pris au sérieux, cette nouvelle mesure va-t-elle suffire? Quel est le quotidien des familles? On en parle dans un instant avec nos invités. Deuxième partie d'émission, on partira dans le monde merveilleux des spectacles pour enfants avec la conteuse Marie-Héline Poutot qui mêle histoire et musique. Elle sera avec nous sur ce plateau. Enfin, même en haut d'une pyramide, eh bien, on aura les pieds sur terre avec Loïc Landreau pour sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux? Vous allez comprendre. Il reviendra sur la polémique déclenchée par les propos du rappeur Gims. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Un point sur la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et des chiffres toujours en baisse du côté de l'éducation nationale. Oui, la part d'enseignants grévistes est de 5% selon le ministère de l'Éducation, contre 8% la semaine dernière. Dans le détail, ils étaient 4,23% dans le premier degré et 5,19% dans le secondaire. La mobilisation qui est aussi en baisse au niveau national selon les estimations des renseignements généraux. Entre 400 et 600 000 personnes étaient dans la rue. Et des syndicats, il faut le noter, qu'ils n'ont pas souhaité communiquer sur le nombre de manifestants pour cause de vacances scolaires. Ils estiment que la mobilisation n'est pas représentative. Quoi qu'il en soit, les opposants ont voulu frapper fort. À la veille de la décision finale que doit rendre le Conseil constitutionnel sur ce texte, ils espèrent que les sages la censureront totalement, contraignant ainsi le gouvernement à la retirer. D'ailleurs, ce matin, dès 7h, l'entrée du Conseil constitutionnel a été bloquée par des manifestants qui ont empilé des poubelles et jeté des fumigènes. Une façon évidemment de mettre la pression sur l'institution. Et pour conclure sur ce sujet, depuis les Pays-Bas où il est actuellement en visite officielle, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait recevoir les syndicats justement après la décision du Conseil constitutionnel qui est donc prévue demain en fin d'après-midi. On en vient maintenant à cette nouvelle affaire de menaces terroristes contre un lycée à Rouen. Qui n'est pas sans rappeler les dizaines d'évacuations qui avaient eu lieu dans toute la France en janvier dernier. Hier soir, effectivement, un message de menace a été envoyé sur l'espace numérique de travail d'une classe de terminale et donc des professeurs. Et je vous le lis, ce message, comme il a été écrit, c'est-à-dire avec toutes les fautes qu'il y a dedans. Au nom du Daesh chrétien, le project consistera à tuer toute personne non chrétienne en les égorge au nom de la gloire. Ainsi, demain, avec un groupe de personnes défendant cette cause, nous viendrons armés au lycée. Je serai a été muni d'un Glock 50. Ainsi, la voix de la raison se fera entendre. Amen. Et on remarquera également que le message a été envoyé le 12 avril au soir, c'est-à-dire hier, mais que le texte dit aussi que l'attentat aura lieu le 12 avril 2023. Donc voilà, son auteur s'est également trompé de date. La préfecture, en tout cas, a décidé de fermer le lycée Gustave Flaubert de Rouen tout au long de la matinée. Il a été rouvert en début d'après-midi, une fois que la police a pu faire ses constatations et qu'il n'y avait rien. Une enquête a été ouverte, même si la thèse privilégiée est celle du canular. Nouvelle avancée dans l'éducation des enfants aux médias et à l'actualité avec une convention signée entre France Télévisions et le ministère de l'Éducation nationale. Dans la foulée de la semaine de la presse et des médias dans l'école qui s'est tenue du 27 mars au 1er avril dernier, cette convention est destinée à renforcer le partenariat entre le service public et le ministère sur le terrain en accompagnant les enseignants dans leur formation sur l'ensemble du territoire. Voici ce qu'en dit Delphine Ernotte, qui est la présidente du groupe France Télévisions, dans un communiqué. Chaque jour, ce sont eux, donc les enseignants, qui sont en première ligne dans la lutte contre la désinformation. Grâce au Tour de France des académies, nos équipes et journalistes partageront leur expertise pour les accompagner dans cette mission d'utilité publique. Et on termine avec le festival Cinéma for Change qui se tient jusqu'au 16 avril à Paris. Un événement qui se veut international, humain et inspirant autour des questions liées au développement durable. Son objectif est simple, divertir en éveillant les consciences grâce à la diffusion de courts, moyens et longs métrages de fiction ainsi que de documentaires engagés. Je vous propose d'écouter Camille Etienne, militante écologiste qui lutte pour la justice sociale et climatique. Elle est également réalisatrice du documentaire Pourquoi on se bat qui est diffusé dans le cadre de ce festival. Et justement, elle va nous expliquer le sens de ce combat. C'est au micro d'Agathe Delannoy. La question du sens et de la finalité, de pourquoi on fait les choses, n'est pas du tout au centre de notre système économique et politique. Là, on voit, il y a la question du travail et des retraites. On nous demande jusqu'à quand on va travailler, pour combien, mais la question de pourquoi est-ce qu'on produit tout ça
est-ce qu'en tant que société, on peut se poser 2 secondes la question de est-ce qu'on va allouer des ressources, c'est-à-dire à la fois naturelles et à la fois des ressources humaines, des gens qui vont travailler, des corps qui vont s'abîmer pour produire par exemple des baskets qui clignotent. En tant que société, c'est une finalité qu'on peut décider de ne pas suivre. Donc la question de pourquoi on se bat, je pense que c'était important pour moi je pose tout le temps la question du pourquoi. Hein. J'ai pas fait le deuil de l'enfant qui dit mais pourquoi. Je fais de la philo, ça m'a pas aidé du coup à arrêter de poser cette question. Mais la question de la finalité, elle est au contraire centrale. Et plus on avance, plus on doit se la poser, à mon sens. Et dans son documentaire, Camille Etienne parle d'écologie, mais aussi de danse. C'est une vraie volonté de la jeune femme qui a voulu réconcilier l'action militante et les émotions. Elle déplore d'ailleurs que le monde ait coupé la décision publique de l'aspect émotionnel, ce qui, selon elle, nous place devant 2 écueils. Le premier, c'est qu'il y a cette idée du pouvoir viril qui fait que, puisque les émotions sont reliées plutôt aux femmes et donc forcément dans un système patriarcal, hein, pas de nature, je rappelle. Mais donc du coup, il y a cette idée que on va être rationnel et que donc le système économique est rationnel, qu'on parle d'écologie, des solutions pour parler en fait d'une inaction climatique. Donc on rationalise au maximum. Pour finalement ne pas bouger tant que ça, comme si la raison était du côté du statu quo. À l'inverse, un autre écueil qui me semble dangereux quand on gère mal cette question des émotions, c'est quand on va patientaliser, quand on va rendre tout intime. Si ça n'appartient qu'à moi, si c'est que en moi, si ce qui me traverse face au monde qui s'effrite, c'est quelque chose que je dois soigner en prenant soin de moi, et en fait finalement on ne fait pas de cette colère légitime, de cette tristesse, de cette mélancolie, un objet politique fort qui peut nous permettre d'avoir un soulèvement collectif nécessaire à notre survie. Et ce combat pour l'écologie, pour la justice climatique, eh bien nous le portons ici même sur ce plateau, parce que vous recevez, Virginie, régulièrement des gens qui s'engagent dans les écoles avec plein de belles initiatives sur ce sujet-là. Merci beaucoup Loïc. Nouvelles annonces de Pap Ndiaye cette semaine concernant un des fléaux de l'éducation. Il y en a plusieurs, mais un en particulier, celui du harcèlement. Alors ces mesures vont-elles permettre de faire changer les choses? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Nora Fraisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'association Marion la main tendue et également auteure jeunesse. J'accueille aussi Joséphine par téléphone. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors Joséphine, c'est un nom d'emprunt car vous voulez témoigner à visage couvert. Vous êtes maman de Charles qui a 13 ans et qui est harcelé par les élèves de son collège à Lyon. Je le rappelle pour tous ceux qui nous suivent, je le dis avec un sourire mais évidemment le cœur n'y est pas, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement à l'école. Est-ce qu'on peut carrément dire, Nora Fraisse, aujourd'hui qu'on est vraiment à 1 million parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne témoignent pas tout simplement du harcèlement qu'ils vivent au quotidien? On est à 1 million parce que quand on entendait les chiffres de 700 000 à 800 000 élèves, c'est parce qu'on comptabilisait à partir du CE2. Sauf qu'on sait qu'à partir de la grande section aujourd'hui, on a des enfants qui sont victimes de harcèlement. Et comme on a plus de 12 millions d'élèves, on considère qu'il y a au moins 1 million d'enfants victimes de harcèlement. Mais en fait, tous les enfants, les 12 millions sont concernés parce que ce sont des témoins de ces violences. Et évidemment, encore plus de harceleurs. Et on oublie de le dire, il y a plus de risques d'être harceleur que d'harceler aujourd'hui. Le ministre Pap Ndiaye a annoncé avant-hier une nouvelle mesure justement dans le cadre du programme phare concernant le harcèlement. Désormais, tout élève harceleur, je cite, pour qui aucune solution n'aura été trouvée, sera exclu de l'école dans laquelle il se trouve et rescolarisé avec le concours des maires, M-A-I-E-R-E-S, dans un autre établissement. Ce n'est plus donc la victime qui doit partir, mais l'agresseur. Est-ce que c'est une victoire, Nora Fraisse ? Non, ce n'est pas une victoire parce que c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'on est obligé d'exclure ou l'un ou l'autre. Et puis par ailleurs, c'est rappelé qu'au premier degré, en effet, il n'y avait pas de conseil disciplinaire. C'est-à-dire qu'un enfant qui commettait des violences, et pas uniquement le harcèlement, devait rester dans son établissement. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas trouvé les solutions pour casser l'effet de meute. Et que ce n'est pas un harceleur, mais c'est une dynamique de groupe. Et enfin, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ça révèle qu'il faut enfin s'intéresser au premier degré et que c'est le vrai sujet et qu'on a beaucoup parlé du collège et du lycée, mais que tout se joue malheureusement dès l'école primaire. Et puis en dernier recours, je ne sais pas ce qu'est le dernier recours, avec l'accord des maires, M-A-I-R-E-S. Donc il reste encore beaucoup d'inconnus dans cette équation. Oui, et puis en plus, dans l'équation, vous le dites, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va être déplacé. Donc déplacé, ça veut dire qu'un harceleur va arriver peut-être aussi harceleur dans un autre établissement.
Ouais, mais c'est un petit peu méconnaître le sujet, hein. C'est pas un reproche, mais sauf que dans le harcèlement entre pairs en milieu scolaire, c'est une dynamique de groupe et c'est une meute. Donc c'est rarement le fait d'une seule même personne. Après, c'est l'accompagnement, la fratrie, et puis s'intéresser au local, au territorial, déplacer un enfant. S'il a 8 ans, il y va comment? Il faut s'intéresser aux familles monoparentales, garde alternée, quid de la fratrie qui resterait dans l'établissement, comment cet enfant va être reçu, accompagné. Un enfant harceleur, c'est aussi souvent un enfant qui est en souffrance, qui vit des violences parfois intrafamiliales ou des violences qui sont exogènes à l'établissement. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est le relais de ce qu'avait proposé la sénatrice Madame Mercier en disant enfin il faut qu'on s'intéresse au premier degré, mais c'est un effet de meute. Donc je crains une impunité. Si c'est bien fait, si c'est accompagné. Moi, pour le coup, je milite pour une vie scolaire parce qu'en face, souvent, le professeur, il est face à l'élève et la famille aussi. Et donc, il faut trouver un système de commission, de mesures éducatives comme au collège. Et au collège, on exclut, mais il y a aussi les exclusions-inclusions. Elle est peut-être là la solution aussi, c'est d'inclure un enfant dans la résolution du conflit et de comprendre son comportement. Donc sur les territoires, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les familles, comment on va les accompagner? Est-ce que ça ne va pas les stigmatiser, les ostraciser, tuer le parent du harceleur? Et puis rappeler aussi que souvent, quand la personne victime cible part de l'établissement, c'est parce que les parents n'en peuvent plus. C'est une décision du parent, c'est de déscolariser son enfant. C'est pas forcément, c'est pas un choix délibéré. Sauf que là, justement, la problématique est inversée puisque le ministre Pap Ndiaye dit que ce sera dans ce type de cas, sans l'avis des parents. Oui, mais vous regardez au second degré au collège, les parents ont quand même la possibilité de faire appel et de défendre et peut-être d'expliquer pourquoi cet enfant a besoin. On sait qu'un enfant harceleur, il a une perte de chance de scolarité, il a une souffrance, il a besoin d'un accompagnement thérapeutique. Ça révèle aussi qu'il nous manque des médecins scolaires, des infirmières scolaires. C'est en dernier recours, oui, sans doute, mais on attend de voir. Enfin, en tout cas, moi, en tant que déléguée générale de l'association, je représente les familles, donc on reçoit aussi des enfants harceleurs. C'est pas une bonne nouvelle de savoir que son enfant commet des faits de violence. Et ça veut dire qu'on n'a pas réussi à démanteler cette meute. C'est très compliqué, effectivement, d'un côté comme de l'autre. Alors justement, Joséphine, nous sommes ravis d'être avec vous au téléphone. Merci de votre témoignage. Vous êtes la maman de Charles, harcelé depuis combien de temps au sein de son collège à Lyon, Joséphine? Depuis 1 an et demi. En fait, les faits ont commencé en octobre 2021. Où la CPE m'a appelé parce que mon fils était étranglé, venait de se faire étrangler dans les escaliers de l'école, enfin du collège, et donc du coup ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir le chercher. Je suis arrivée, il était en pleurs dans le bureau de la CPE, et donc au bout de 5 minutes il est sorti et la CPE m'a dit j'aimerais vous parler. Elle me dit je ne pense que ça ne dure pas depuis, c'est pas un fait isolé aujourd'hui, c'est un fait qui se répète depuis quelques semaines, on pense ça en tout cas. Elle me dit moi son comportement c'est ce qui me semble. Et du coup elle me dit c'est juste avant les vacances de la Toussaint, donc s'il veut pas revenir pendant les 2 jours, laissez-le, il a besoin de souffler. Et mon fils a été à la suite déscolarisé pendant 5 mois où il n'a plus pu aller à l'école du tout, en fait. Oui, évidemment extrêmement choqué par ce qui s'était passé. Et de votre côté aussi, j'imagine, un monde qui s'écroule, car vous n'êtes pas rendu compte de la situation avant. Non, je m'en suis pas rendu compte, surtout qu'il y avait eu déjà un cas de harcèlement pour lui en classe de CM2 où le directeur, quand il s'en est aperçu, avec mon aide, a mis le haut là tout de suite. Ça s'est très très bien passé. Les enfants ont très bien compris qu'ils avaient fait du mal. Donc ça s'est arrêté. Et moi j'ai eu déjà ma fille, Nora le sait puisqu'on se connaît d'Internet. Ma fille a été harcelée pendant 4 ans au collège. Elle a 26 ans aujourd'hui. Elle en garde encore des séquelles. Donc sur 3 enfants, j'ai quand même 2 enfants qui ont été harcelés. Donc c'est un peu difficile en tant que maman. En plus je suis maman solo, donc je m'en occupe à 100% toute seule. Donc c'est pas évident de devoir gérer ça au quotidien, on va dire. Ah oui, évidemment, je me doute. Alors Charles est multi-dys, dyspraxique, dysgraphique, dyscalculique. Est-ce que vous pensez aussi, et c'est important de le souligner parce que certaines associations mettent le point dessus, disent que c'est aussi une raison du harcèlement. Est-ce qu'on est choqué d'entendre ça? Est-ce que c'est une réalité, Nora Fraisse?
En fait, la réalité, c'est que le harcèlement, ce sont des violences répétées contre une cible qui aurait une faille supposée, présupposée. Et c'est vrai que des enfants qui ont parfois des troubles cognitifs ou de la dyspraxie, de la dyslexie, sont la cible de moqueries répétées. Il y avait eu un sondage, une étude de la Fédération française des 10 qui avait interrogé les enfants et 50% avaient révélé avoir été l'objet, en effet, de cette stigmatisation. Donc, c'est pas une excuse, mais c'est vrai ces enfants ont tendance à s'attaquer à des enfants qu'ils considèrent plus vulnérables. Voilà, mais ça peut être n'importe quoi, mais c'est vrai que par exemple le poids, le fait d'être 10, le fait d'être différent, d'avoir besoin d'un soutien, d'un enfant qui a besoin de temps supplémentaire, c'est l'occasion pour certaines et certains de penser qu'ils sont plus forts en étant à plusieurs. Donc il ne faut pas se mentir, il faut qu'on ait une école beaucoup plus inclusive et beaucoup plus accompagnante. Et comme le dit Joséphine, c'est vrai que nous on le sait à l'association, on a beaucoup de mamans solo, beaucoup de familles allophones qui sont démunies. C'est un parcours du combattant. C'est pour ça, pour répondre à la question du premier degré, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant et Joséphine le sait, c'est que ça laisse des conséquences à moyen et long terme. Et parfois, on est obligé de déscolariser pour éviter des violences. Mais oui, les personnes qui ont des troubles cognitifs ou de la dyspraxie, dyslexie, enfin les 10 en général, peuvent être rejetées au même titre que le poids, la couleur de peau, l'adresse. Enfin, malheureusement, s'il y a 1 million d'enfants victimes, c'est que il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'explication, mais que ça arrive trop fréquemment et dès le plus jeune âge. Évidemment, pas d'excuses et pas d'explications. Une situation extrêmement difficile. Donc pour vous, vous le disiez, Joséphine, lorsque vous apprenez effectivement le harcèlement de votre fils Charles au collège, il est donc en 5e. Vous dites que finalement il reste à la maison pendant plusieurs mois. Au bout de combien de temps il réintègre le collège? Et vous dites aussi avoir contacté, il me semble, à plusieurs reprises le directeur de l'établissement qui reste muet. Oui, alors en fait, ça s'est passé quand il était en 6e, donc il y a 1 an et demi. Il a été déscolarisé pendant 5 mois. Il est retourné après à tiers-temps thérapeutique pour pouvoir réintégrer petit à petit l'école. Mais moi, j'avais fait l'école à la maison. Ça fait quand même quelques années qu'on le fait entre le Covid et tout. Et du coup, en septembre, il est rentré en 5e parce qu'il avait des très bonnes moyennes, sachant que mon fils est 10, mais aussi autiste. Voilà. Et donc, il est rentré en 5e, pas de souci, jusqu'à il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, où on m'a appelé pour me dire que mon fils était à la vie scolaire parce qu'il s'était battu. Et donc, il est rentré à la maison. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé il y a 15 jours et impossible de parler. Il était dans un état pas possible, en pleine crise, pas bien du tout. Et donc, c'est un ami qui m'aide à lui donner des cours de soutien, des cours pour avancer dans le programme, qui me dit, écoute, ça s'est repassé avec les mêmes gens que l'année dernière. Et tout simplement, il s'est battu, en fait. Il s'est défendu parce qu'ils se sont mis à 6 contre lui. Ils se sont venus fouiller dans son cartable et tout, alors que le harceleur et ses amis ont interdiction d'approcher mon fils, en fait, tout simplement. Et ça a été... C'est déplacé, en fait, c'est-à-dire que le harceleur, finalement, c'est devenu un effet de meute, comme vous disiez, effectivement, Nora Fraisse. Et donc, la meute elle-même a pris, finalement, le pli du primo-harceleur, si je puis dire? Oui. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un. Après, c'est l'effet de meute. Vraiment, c'est en fait, c'est l'effet de meute. Il suit le meneur de troubles et il continue. Et ça amuse la cour, ça amuse beaucoup de choses. Et l'enfant harcelé, il est en grande souffrance. Moi, mon fils ne va plus à l'école depuis 15 jours. Depuis le vendredi, il y a presque 3 semaines. Mais nous sommes à Lyon et on est déjà en vacances les vacances de printemps. Mais ça fait 15 jours qu'il ne va plus à l'école à nouveau. Alors, vous parliez effectivement des familles monoparentales, des femmes solo. C'est une situation aussi que l'on a vue, effectivement, ne serait-ce qu'avec le Covid que vous évoquiez aussi, Joséphine. Cette situation où on a fait école à la maison, c'est une situation très, 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 très prenante et très grave pour ces mamans qui se retrouvent effectivement dans une situation à la fois où les enfants sont touchés psychologiquement, la maman aussi, bien entendu. Il y a les papas aussi à qui ça arrive, les papas solo. Mais des enfants qui sont donc à la maison dans une situation de harcèlement très, très fébrile psychologiquement et qui, en plus, doivent faire école à la maison et puis nourrir la famille. Est-ce qu'il y a une aide pour ça ?
Alors, c'est un vrai sujet qui va au-delà de mon sujet en tant que déléguée générale. Moi, je pense qu'on a un vrai trou dans la raquette en France sur les politiques publiques, notamment sur le volet famille. Ça fait des années qu'on n'a pas de ministère des familles. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle la multivictimation. Alors, Joséphine, elle a cette capacité, mais combien de temps ça va durer à faire l'école à la maison ? Tout le monde n'est pas en capacité de faire l'école à la maison, on n'est peut-être pas capé pour pouvoir le faire. Et en effet, il y a beaucoup d'enfants qui nous disent « j'en parle pas à maman ou à papa », mais plutôt, il y a plus de mamans solo, parce que je sais qu'elle a déjà beaucoup de peine, elle travaille beaucoup, je ne vais pas lui emmener de la culpabilité, de la honte. Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle des élèves, et c'est tant mieux. On nous parle des enseignants, mais dans la communauté éducative, il y a les familles. Sans famille, il n'y a pas d'éducateurs, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'enfants. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur ces sujets-là. Et je crois qu'il faut s'intéresser aux familles allophones, aux familles monoparentales, leur donner de l'aide. C'est une perte de chance considérable. Derrière, on sait qu'on peut avoir aussi une somatisation. Et imaginez, vous êtes la seule à travailler, à devoir payer votre loyer, vous êtes obligé de vous arrêter pour vous occuper de votre enfant. Voilà, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de familles monoparentales ou qui sont éloignées du système scolaire, qui n'ose pas affronter le système scolaire qui est hyper compliqué en disant je vais être encore stigmatisée. Ou alors oui, elle est trop proche de son enfant, oui, elle ne sait pas couper le cordon ombilical, etc. Non, c'est beaucoup plus... C'est assez grave quand même ce qui se passe. Ouais. Bien sûr que c'est grave. Cette stigmatisation, pardon, je vais y arriver, Joséphine, dont parle Nora Fraisse, évidemment, vous avez peut-être entendu parler ou même vécu vous-même, mais cette situation surtout dont vous parlez, qui est de faire l'école à la maison, de pouvoir assurer pour les 3 enfants, effectivement, à la fois l'éducation d'une maman, puis l'éducation scolaire, suivre un programme scolaire et en même temps travailler. Comment vous arrivez à gérer tout ça de votre côté ? Comment je fais pour m'en sortir ? En fait, je m'occupe de mon fils. J'ai une toute petite aide par rapport à son handicap, qui est de moins de 400 € par mois. Voilà, puis moi, je suis moi-même en situation de handicap et je travaille un peu de la maison. C'est tout ce que je peux faire. J'ai pas le choix. Je fais les cours à la maison à mon fils. Donc, je n'ai vraiment pas le choix que de faire autrement. Mon fils n'ayant pas son papa du tout, je m'en occupe toute seule à 100% financièrement et tout. Donc. On expliquait les annonces faites par le ministre Pap Ndiaye avant-hier, Joséphine, notamment l'idée, la solution trouvée que, effectivement, tout élève harceleur pour qui aucune solution n'aura été trouvée sera donc exclu de l'école dans laquelle il se trouve et rescolarisé. Bon, c'est une des solutions proposées par Pap Ndiaye. Vous, dans les solutions, on a proposé effectivement que votre fils change de classe. Est-ce que ça a été réellement une bonne solution d'être coupé finalement de ses camarades, des enfants proches de qui il était, pour arriver dans une nouvelle classe en cours d'année? Alors moi, quand il a dû changer de classe, parce que c'est la seule solution qu'on nous a proposée via l'établissement l'année dernière, il n'était pas du tout, au début, pas du tout d'accord. Et c'était la seule solution pour ne plus se retrouver dans la classe de son harceleur, puisqu'il est en plus dans la même classe. Donc, je lui ai un peu expliqué que c'était un peu la seule solution pour qu'il soit tranquille, sachant que le harceleur, ils avaient le même AVS. L'auxiliaire de vie scolaire, il avait le même en fait qu'on appelle AESH maintenant ? Oui, AESH, pardon. Et ils avaient le même, et donc l'AESH a suivi mon fils dans sa nouvelle classe, mais c'est vrai que mon fils l'a mal pris, puisque mon fils est autiste et multi-10, et il avait besoin de ses repères, et c'est à lui qu'on a coupé tous les repères, alors que l'autre, je ne vais pas dire moins grave, ses handicaps sont moins graves, mais il était juste, je ne vais pas citer son trouble, parce que ça ne me regarde pas, moi je le sais, mais en fait, lui aurait pu changer dans le sens où il avait moins besoin de repères qu'un enfant autiste, en fait. Alors là, on touche effectivement à un autre problème très important, effectivement, notamment qui touche le harcèlement, mais qui touche l'éducation dans son ensemble, tout simplement. C'est le problème des AESH, auxiliaires, alors à l'époque auxiliaires de vie scolaire, maintenant personnes accompagnant d'enfants en situation de handicap, qui sont sous-payés, dont les conditions de travail sont très difficiles et évidemment peu nombreuses. Je dis nombreuses parce que 98% sont des femmes. Ça, c'est une situation que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'éducation et qui pose problème pour cet
enfant, Charles, dont on parle, mais aussi pour beaucoup d'enfants. Oui, ce que raconte Joséphine à travers Charles, c'est qu'on ne peut pas avoir une réponse globale face à ces situations. Là, on doit être dans le chirurgical et dire la seule solution que j'ai, c'est de déplacer votre enfant alors qu'il a des problématiques, il a besoin d'un accompagnement particulier. Ça révèle aussi qu'on manque de personnel, qu'en effet, mais comme pour le périscolaire, ce sont des personnes qui sont peu formées, sous-payées et qui doivent être valorisées parce que sans elles et sans eux, nos enfants ne seraient pas accompagnés de manière vraiment sereine dans nos établissements. C'est des solutions, c'est pas des solutions, non, c'est en attendant mieux. Des solutionnettes, comme disent certains. Le problème, c'est qu'on en parle aujourd'hui, on en a parlé hier, avant-hier, il y a 3 ans, il y a 10 ans, et on en reparlera demain, comme vous le dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'État n'a jamais pris vraiment en compte cette problématique des AESH et du harcèlement de manière générale. Et là, cette nouvelle annonce est un effet d'annonce de politique politicienne, ou est-ce qu'on espère réellement qu'il se passe quelque chose avec ce programme phare? Alors, le programme phare, moi, j'y ai participé sur le volet famille, pardon de me répéter, mais j'en entends pas beaucoup parler. C'est 2 ans de bénévolat pour essayer de dire que si vous n'incluez pas la famille dans la résolution, vous n'y arriverez pas. Et mais là, on ne l'inclut pas, puisque le ministre, par exemple, dit l'enfant harceleur sera, par exemple, exclu de son école sans l'avis des parents. Oui, mais c'est pas possible. C'est un effet d'annonce. Dans la réalité, c'est pas possible. Vous pouvez pas retirer un enfant de l'école. On a le droit à une scolarité, on a le droit à la continuité. Donc, c'est un cadre réglementaire. Donc, non, je crois pas que ce soit possible. On retire pas un enfant comme ça. Pourquoi il y aurait, comment dirais-je, une inégalité de traitement entre le premier degré et le collège et le second degré? Pourquoi il n'y aurait pas les procédures de suivi de commission éducative? La commission éducative, c'est un peu une période probatoire pour trouver des solutions. On n'est pas dans un monde manichéen, les méchants et les gentils. Et je le répète, c'est une dynamique de groupe. Donc vous retirez, et elle le dit, Joséphine, elle dit toujours, les harceleurs, le groupe, la meute, c'est pas une seule personne. Donc oui, c'est un vrai sujet, c'est... quelle école on veut pour nos enfants en intégrant les familles. Mais je me répète, si vous n'avez pas une politique publique dédiée aux familles et qui ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale. On avait Laurence Rossignol, qui est aujourd'hui sénatrice et qui avait impulsé des choses sur la famille. Il nous faudrait la famille avec la protection de l'enfance et la jeunesse. Et c'est décorrélé du ministère de l'Éducation nationale. C'est un vrai ministère des familles. Plein et entier. Parce que sans famille, je le répète, il n'y a pas d'enfants. Et surtout, il y a des familles aussi homoparentales, dont on n'a pas parlé, qui sont rejetées, les gardes alternés. C'est un vrai sujet. Et c'est vrai que quand on écoute Joséphine, je ne dis pas qu'on a de la peine et de la compassion, mais on se dit c'est quand même un cumul de beaucoup de problématiques et qui mériterait, je le répète, un accompagnement complètement global. Et pour le programme phare, il va être élargi au lycée, c'est ce qui était prévu. Mais déjà, faisons les choses bien en primaire. Joséphine, on voit à quel point c'est difficile pour vous et on l'imagine parfaitement. Ça l'est aussi pour toutes les personnes, et vous l'avez vécu aussi, Nora Fraisse, toutes les personnes qui sont dans cette situation. Est-ce que finalement la voix des médias, ça a été une des dernières solutions pour vous, en disant il faut absolument alerter, il faut que ça cesse? Et voilà, ma dernière solution, c'est d'en parler aujourd'hui à la presse. Moi, je trouve que, en fait, je voulais pas en parler, moi, à la presse. Ça fait 1 an et demi qu'on me dit il faut alerter la presse locale. Il faut que tu en parles. Et moi, je ne voulais pas parce que je suis, on va dire, assez timide à l'origine. Et là, en voyant mon fils, en voyant tout ce qui se passe et toutes les personnes harcelées au final, parce que il y en a beaucoup. J'ai fait un tweet de ras-le-bol, en fait, sur Twitter qui a fait 2 millions de vues. Et j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de gens harcelés qui, là, maintenant, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, 20 ans, et en fait, on voit que rien ne change. Au fil du temps, rien ne change. Donc, il faut pouvoir libérer la parole des personnes harcelées. Il faut pouvoir libérer la parole des familles, parce que les familles en souffrent tout autant que les harcelés, je pense. C'est pas Nora qui va me contredire. Même si on est un peu dans un contexte différent, moi, quand j'entends mon fils il y a 2 jours me dire j'ai envie de mourir, ça je peux plus l'admettre. Je peux plus admettre qu'un enfant puisse dire ça en fait. Tellement. On a le cœur serré aussi, évidemment, en plateau. Joséphine, merci pour votre témoignage touchant. Merci d'avoir participé au Grand JT. On vous embrasse ainsi que Charles et toutes ces personnes qui vous ont écrit, justement, tous ceux qui sont là et témoignent, parce que vous n'êtes pas seul à vivre cet enfer. Nora et tous ceux que vous défendez toujours et avec qui vous discutez. Merci beaucoup d'être là. On est, bien entendu, toute l'équipe de School TV à vos côtés pour vous soutenir et engager et continuer ce combat
avec vous. Merci beaucoup, Joséphine, d'avoir été avec nous. Merci, Nora Fraisse. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Marion la main tendue et auteure jeunesse aussi. Lisez les livres de Nora Fraisse. Vous apprendrez plein de choses sur ce sujet. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie-Aline Poutot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes conteuse depuis plus de 20 ans. Conteuse, on raconte des histoires. Oui, exactement. On raconte des histoires. En fait, conteuse, oui, voilà, on raconte des histoires, mais en fait, on est d'abord émerveillé soi-même. Parce que le conte, avant de le raconter, on l'a entendu en général. Enfin, moi, je suis dans la tradition orale, donc les contes, je les ai écoutés, puis maintenant, je les raconte. Et surtout la tradition orale de l'imaginaire, parce qu'en fait, on cherche à développer. C'est pas on compte l'histoire avec un grand H, on compte des histoires qui font forcément appel à l'imaginaire. Exactement, oui, oui, complètement. On embarque en fait les gens dans notre univers, mais aussi on les invite à partir dans le leur. Alors, quel est votre univers, justement? C'est ça qu'on aimerait savoir. Qu'est-ce que vous proposez comme conte aux enfants? Alors, moi, je suis bretonne. Oui, c'est pas grave. Ça sent Brocéliande et les lutins, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris. Donc, moi, je suis bretonne et donc je raconte mes légendes du pays de Brocéliande, en tout cas pour les enfants à partir de 7 ans, puisque je raconte aussi pour les maternelles. Et là, bon, c'est pas des histoires de Brocéliande, mais effectivement, c'est tout mon répertoire. C'est autour des lutins, des corrigans, autour de l'encou. Voilà. Et alors, c'est une histoire de famille parce que vous travaillez avec votre papa. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'est lui qui vous a transmis cette passion? Oui, exactement. En fait, moi, je le voyais sur scène. J'étais enfant, hein, j'avais 10 ans. Je le voyais sur scène et je me disais, mais c'est un métier extraordinaire parce qu'on embarque les gens, on leur fait vivre des moments extraordinaires. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir dans mon village une vieille dame qui racontait aussi des histoires. Voilà, elle est toujours vivante, elle s'appelle Hortense. Et je l'écoutais, j'étais comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai mon père qui est conteur et j'ai cette vieille dame qui me raconte des histoires. Là, c'est comme si j'étais prédestinée. Donc tout de suite, vous avez voulu en fait sortir de l'école. Vous avez voulu raconter des histoires, enfin compter les histoires. Oui. Et vous saviez comment vous vouliez les mettre en scène? Vous saviez exactement ce que vous vouliez proposer? Non, je savais pas. En fait, bon, je me suis dit, je vais quand même passer mon bac. On sait jamais, parce que quand on s'embarque comme ça à 18 ans, on sait pas, on sait pas quel chemin on va prendre. Donc, j'ai fait mes études, j'ai passé le bac. Et après, effectivement, je suis allée raconter avec mon père en Bretagne. Et on a raconté... alors, avec mon père, on faisait plein de spectacles. Pendant 5 ans, on a fait 500 représentations. C'était... Oui, on allait dans beaucoup d'écoles, toute la Bretagne. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, ah bah tiens, j'aime bien raconter ça, ça s'est fait progressivement. De quelle manière vous choisissez les contes? Parce que les contes que nous avons eus, nous, il y avait toujours une double lecture. Hein, tous les contes de Perrault, etc., on les redécouvre maintenant et on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus durs que ce que nous, on en a eu. Oui. Mais là, comme Disney, en fait. Les Disney, etc. Oui. Voilà, on se rend compte en fait qu'il y a toute une double lecture un peu dure. Et de plus en plus, on va vers des contes peut-être plus inclusifs, peut-être plus environnementaux. Comment ça a évolué et quel est votre choix là-dedans? Et comment je l'ai choisi? En fait, j'ai plusieurs façons de choisir. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de contes traditionnels. J'ai lu Anatole Lebras, qui a écrit beaucoup aussi de contes. J'ai plusieurs manières de choisir. Parfois, c'est un message que moi, je veux passer, un message qui est vraiment très propre, un message qui est personnel. Donc, je me dis, ça, j'écrirais bien une histoire là-dessus. Quand je crée mes histoires, quand c'est Hortense qui me les raconte, là, ce sont des histoires qui sont déjà écrites. Mais voilà, la plupart du temps, ce sont des histoires d'Hortense, des histoires que j'écris moi, et aussi des thèmes qu'on me demande. Alors, quels sont ces thèmes, justement? Beaucoup. Ça peut être très varié. Par exemple, on m'a commandé, il n'y a pas très longtemps, un spectacle sur le thème des sorcières, pour Halloween. Alors moi, je me suis dit, super, j'ai pas de spectacle sur ce thème-là. En plus, on me l'a demandé longtemps à l'avance, donc je me suis dit, j'ai le temps. Et donc, je m'embarque. Quand on me demande des thèmes, si j'ai du temps pour travailler, je me dis, oui, super, ça va me faire évoluer. En quoi est-ce important pour les enfants de rêver, d'échapper au réel? C'est drôle parce que, en fait... J'entends des fois des adultes qui me disent maintenant avec les écrans, vous savez, les contes, est-ce que ça va leur plaire? Mais en fait, ils partent. Au contraire. Ouais. Franchement, des fois j'ai des professeurs, parce que je travaille beaucoup dans les écoles, qui me disent mais pour nos CM2, ça va pas leur plaire. Vous savez, ils sont très écran, très... Et en fait,
En fait, on les embarque. Mais quand on leur propose autre chose en réalité, quand on vient exciter leur imaginaire, comme vous dites, d'un coup ça fonctionne parce que l'écran, ça nous prend comme ça, alors que là c'est nous qui faisons tout le chemin. C'est ça qui est incroyable dans le conte. Voilà, le conte, ce sera toujours au goût du jour en fait. Ça va jamais se démoder. On va pas se dire bah oui c'est quelque chose d'ancien. Non, le conte, ça plaît toujours d'avoir une personne comme ça, vivante en face, qui raconte et qui interagit, parce qu'un spectacle c'est jamais le lundi ça peut être je vais faire un spectacle, puis le mardi je vais faire le même spectacle, mais ça va pas du tout être le même spectacle en fait, parce qu'il y aura un enfant qui aura dit ça et que ce sera important pour lui et que je vais interagir avec lui. Comme c'est assez interactif, mes spectacles sont assez interactifs, chaque spectacle est différent. Oui. Alors Loïc Landreau sait très bien raconter les histoires aussi, notamment les histoires liées à l'éducation générale. Il adore ça, il y met une intonation particulière et donc d'où ma question, l'importance de la voix, de l'intonation, de la posture, tout ça, est-ce qu'il y a des techniques particulières dans le conte? Il y a des techniques, disons que oui, il y a une partie technique qui est auquel on ne peut pas échapper. Il faut bien sûr bien articuler son texte. Moi, je parle vraiment de la partie technique. Bien s'adresser. Moi, je m'adresse toujours au public le plus loin quand je raconte au niveau de la technique vocale. Mais si vous faites une sorcière, est-ce que vous faites la voix de la sorcière? Oui. Est-ce que vous faites aussi des imitations, des voix? Est-ce que vous vous transformez de cette manière-là? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Ça doit être rigolo de vous refaire un ogre, par exemple. Voilà. Ça donnerait quoi? Je poursuis la question. Merci Virginie. Je le ferai un peu bossu cet ogre, je ne sais pas pourquoi. Je le ferai un peu bossu. J'essaierai de trouver... En fait, quand je fais un personnage, j'essaie toujours de le faire avec des caractéristiques. Vous voyez, par exemple, j'ai joué un lutin une fois et je me suis dit, alors comment il va être ce lutin? Et alors, il avait une façon particulière de parler, rigolote. J'essaie d'adapter, effectivement, quand j'ai un nouveau personnage, je le fais, un ogre. C'est vrai que ça passe par le corps d'abord, l'intention, et ensuite la voix vient, en réalité, exactement. c'est ça. C'est tout à fait ça, oui, complètement. Il faut exagérer les émotions quand on raconte justement des histoires imaginaires, donc des contes, pour que les enfants soient captifs. Ça dépend des fois. En fait, des fois, j'ai pas l'impression d'exagérer. Parce que j'ai un petit public qui est vraiment à l'écoute. Et donc, quand on entend une mouche voler, on entendrait une mouche voler tellement il y a un silence. Là, j'ai pas besoin d'exagérer. Quand j'ai beaucoup de monde et que il y a un peu de bruit dans la salle, un peu de brouhaha, là, effectivement, je dois exagérer pour que mes émotions passent jusqu'au fond de la salle. Mais quand j'ai un groupe là qui est attentif, j'ai pas l'impression d'exagérer. Et vous avez été séduite à un moment par les marionnettes, parce que finalement c'est raconter aussi une histoire, le théâtre de Guignol ou tous ces théâtres qu'on aimait bien aussi enfant, se dire faire jouer effectivement le lutin, l'ogre, enfin tous ceux que vous connaissez, on aurait pu les faire passer aussi par des histoires de contes très classiques qu'on connaît, mais par le biais justement de ces personnages-là, par ces marionnettes. J'aime bien les marionnettes. J'ai été voir plusieurs spectacles de Guignol et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est les réactions des enfants, quoi. Ils sont tous « Ah non, il est parti par là !» Puis après, le personnage « Ah bah non, il est parti par là !» C'est rigolo. Moi, j'ai des petites peluches marionnettes que j'utilise pour les maternelles, puisqu'il faut vraiment beaucoup de visuels quand on est en maternelle. Hein. Mais voilà, moi, je me suis pas orientée vraiment vers la marionnette, mais c'est intéressant, oui. Mais alors là, vous y intégrez beaucoup de musique. Oui. Et c'est là où ça change aussi de certains conteurs qui s'attachent précisément à l'histoire et aux mots. Là, il y a la musique et la danse. Moi, je ne danse pas. Non, d'accord. La musique, alors, racontez-moi. Mais je les fais danser parfois. Ah, vous faites danser les enfants? Je fais danser les enfants. Enfin, surtout, en fait, quand j'interviens avec mon père, parce que j'ai beaucoup raconté avec mon père adorait faire danser les enfants pendant que moi, je jouais de l'accordéon. Mais voilà, donc je joue de l'accordéon. Ouais. Et ça, c'est une part essentielle de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a le conte et il y a la musique. Voilà. Et on me dit, le fait que vous jouiez l'accordéon diatonique, puisque c'est un accordéon particulier, on me dit, mais ça apporte vraiment un plus parce que pendant que je joue, en fait, ça laisse au public le temps de se faire les images de ce qu'il vient d'entendre, des mots que je viens de raconter, enfin, des histoires que je viens de raconter. Et donc, je joue, et puis hop, ils font leurs images. Et puis en maternelle, j'ai des petites chansonnettes aussi. Alors, vous parlez de vos origines bretonnes. Si jamais, par exemple, Loïc et ses camarades de la région PACA, 06, la région 06, bien sûr. C'est ça, ou je ne sais pas, chez les Corses, mes amis les Corses ou autres, vous proposez de venir raconter des histoires. Est-ce que vous adapteriez vos contes en fonction de la région? Est-ce que vous aimez bien le côté régional des contes, familial? Enfin, ou est-ce que... pourquoi pas. C'est vrai que, moi, c'est vrai, je raconte des contes de Bretagne, parce que je trouve que c'est bien de venir de quelque part. Je trouve que c'est une valeur, c'est riche. Puis
en Ile-de-France, puisque je joue beaucoup en Ile-de-France, les gens, quand je leur dis je suis conteuse bretonne, ah, vous êtes conteuse bretonne, ça intéresse. Mais oui, si j'allais bien sûr ailleurs, ça m'intéresserait. En Provence, il y a de très très jolis contes pour enfants qui effectivement, le côté régional marche très très bien. Oui, puis en plus, ça vous permettrait de raconter aussi l'histoire de la Bretagne et de la région, ce qui sort un peu des crêpes, quand même, un truc classique qu'on pense à la Bretagne. Non, mais c'est vrai, un peu primaire de certaines personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'il y a comme beauté et émerveillement en Bretagne, justement, d'aller pouvoir aussi raconter aux enfants, et peut-être aux plus grands d'ailleurs, voilà, les histoires, les petites histoires de la grande histoire aussi de cette région-là. Oui, exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que je vais aller en Bretagne très vite. Oui, c'est très beau la Bretagne. J'aimerais vous écouter. Bien sûr, j'y suis beaucoup allée. Mais c'est rigolo parce que le conte, quand on dit le conte en région parisienne, les gens ils me disent bon bah oui c'est pour enfants. Mais en Bretagne c'est pas du tout ça en fait. Quand on dit soirée conte, tout le monde vient. Tout le monde vient, les adultes, le papy, la mamie, c'est vraiment... Surtout si c'est pour être dans des paysages sublimes, au bord des falaises, admirer à la fois la roche, l'eau, la mer, le conte, etc. Enfin, c'est sublissime. Ouais. C'est vraiment des régions... Mais c'est vrai que ça fait partie, le régionalisme, et si vous avez raison de le dire, les régions sont très attachées au conte, vraiment. Merci, j'étais ravie de vous accueillir, cher Loïc Landreau, pour cette interview. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir vous partagé vos émotions. Marie-Aline Poutot, merci beaucoup d'avoir été là aux côtés de Loïc Landreau aujourd'hui. Oui, je suis invitée pour aller raconter, je vois ça. Je rappelle que vous êtes conteuse depuis plus de 20 ans. Eh oui. On vous souhaite évidemment... J'ai commencé jeune, c'est pour ça que je suis encore jeune. J'ai commencé à 18 ans, donc voilà. Toute jeune. Et alors donc, pour tous ceux qui veulent vous voir, comment on fait? Vous avez un site internet? Vous avez quoi? J'ai un site internet. Voilà. Ouais. Les gens tapent sur Google Marie-Aline conteuse bretonne et c'est moi. Voilà, j'interviens principalement dans les écoles, maternelles, élémentaires. J'interviens aussi dans les médiathèques de plus en plus. Donc là, effectivement, les gens peuvent venir me voir parce que c'est tout public. Et dans les petits théâtres, il faudrait, dans les petits théâtres de villages et de villes. J'ai fait un petit peu dans les théâtres, mais la plupart du temps, voilà, c'est l'école. Et j'aime bien aussi aller sur les festivals. J'adore quand on m'invite sur les festivals. Voilà, donc c'est un appel. J'adore aller sur les festivals. Puis j'aime bien aussi quand des responsables culturels me font venir pour toute une... Ça, j'ai eu cette chance l'année dernière, et je l'ai eu déjà aussi dans le passé, mais... Quand certains responsables culturels me disent voilà, on voudrait vous avoir pour toutes les écoles de notre commune. Et ça, pour moi, c'est génial parce que je m'installe dans une commune et je suis là pour plusieurs jours et c'est formidable pour moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Aline Poutot. Merci. Allez, tout de suite, c'est à vous, cher Loïc. C'est l'heure de votre chronique. Je vais y arriver, chronique. Quoi de neuf sur les réseaux? Cette semaine, Loïc, on apprend sur les réseaux que les Égyptiens de l'Antiquité disposaient de l'électricité fournie par les pyramides. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors, c'est l'illumination, la fulgurance, la grande révélation du chanteur Gims. Gims, c'est sapé comme jamais. Là, il est un peu... Non, attendez, me dites pas, vous savez, c'est sapé comme jamais. Comme si je ne connaissais pas Gims. Non, mais c'est peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas Gims. Avant, on l'appelait Maître Gims. Tout le monde connaît Gims. En tout cas, là, il est dans révisionnisme comme jamais, voyez-vous. Manifestement, cet homme-là, c'est des choses que nous ne savons pas. Donc, Gims, c'est quand même 3 millions d'abonnés sur Twitter, 3 millions également sur Instagram, 11 millions sur YouTube et près de 500 000 sur TikTok. Donc c'est une force de frappe assez incroyable et c'est ça qui est dangereux dans ce qu'il a dit, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui l'écoutent et le pire, qui vont le croire. Oui, qui vont le croire. Alors justement, on va en débattre, parce que certains disent effectivement que ça paraît extrêmement logique, d'autres pas du tout, bien entendu. Alors pourquoi il en est venu à parler surtout des Égyptiens? Alors, en fait, le buzz a commencé depuis mardi, mais l'interview en question, elle date du 22 mars. En fait, c'est un journaliste de France Info qui a ressorti l'extrait et qui l'a mis sur Twitter. C'était sur la chaîne YouTube We Hustle, qui propose des émissions, je cite, qui rassemblent et qui motivent, où le présentateur reçoit des artistes, des entrepreneurs, des militants, des politiques, qui parlent de leurs échecs et de leur réussite. Et c'est là qu'on a entendu ça. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel.
Les historiens le savent. C'est inquiétant, ça, non? C'est très inquiétant et on est vraiment dans un cas typique de révisionnisme / théorie du complot / réécriture de l'histoire. Oui, ça veut dire ils le savent, mais ils ne le disent pas. Exactement, parce qu'en fait, voilà, ce qu'il dit, c'est que tous les scientifiques, archéologues, historiens spécialisés sur l'Égypte depuis Champollion, 19e siècle, qui est le père de l'égyptologie, qui a été le premier donc à décrypter les hiéroglyphes. Donc il dit que depuis en gros 300 ans, tous ces gens-là, ces millions d'historiens qui se sont penchés sur l'histoire de l'Égypte, le savaient, mais ne nous ont rien dit. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. En fait, il se passe le secret de génération en génération. En disant, surtout, ne le dis pas, on sait jamais. Voilà, c'est ubuesque, évidemment. Et les internautes n'ont pas tardé à réagir. Vous allez voir, Emmanuel Macron est heureux de vous présenter notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Juste derrière, il y a le rappeur Booba, toujours très actif sur Twitter et très drôle, qui a passé son temps à tacler Gims là, ces derniers jours. Si Gims était pharaon, voilà. Et il y en a plein comme ça, avec un dernier tweet que je voulais vous partager, c'est celui d'Éric Zemmour, qui dit pas que des choses intelligentes les 3/4 du temps, mais enfin là, il dit quelque chose de très vrai pour le coup. Après ces trouvailles, bon courage aux professeurs qui devront expliquer à leurs élèves que non, les pyramides n'étaient pas des centrales électriques et non, les chevaliers de la table ronde ne venaient pas d'Afrique, parce qu'en fait, c'est une des secondes choses que dit Gims dans son interview, c'est que les chevaliers de la table ronde étaient... Mais alors, sur quoi Gims se base pour dire ça ? Alors, en fait, c'est une théorie qui vient illustrer l'incroyable mystère qui entoure la construction des pyramides. Scientifiquement, il y a des faits établis. Les chercheurs sérieux sont à peu près d'accord sur le sujet, mais c'est vrai que chaque année ou presque, les archéologues trouvent une nouvelle salle, un nouveau conduit, un nouveau sarcophage. Et donc, ça relance comme ça un petit peu l'imaginaire. Et là, Gims s'appuie sur une vidéo qui a été très virale en 2018. Regardez. Les historiens modernes n'y croient pas. Ils pensent désormais que la grande pyramide de Gizeh a été construite pour servir de centrale électrique. Exactement. Et c'est assez logique en fait. La grande pyramide est très différente de tout tombeau traditionnel. Elle ne contient aucun art mural, aucun cercueil richement orné, aucun artefact coloré et aucune porte scellée. Sans compter qu'il manque la chose la plus importante qu'une tombe devrait contenir, une momie. Et si on laisse de côté les stéréotypes selon lesquels les civilisations anciennes étaient moins développées que la nôtre, une question se pose alors. Les Égyptiens auraient-ils pu disposer de technologies aussi avancées que les nôtres ? Et si leurs connaissances avaient juste totalement disparu pour être redécouvertes des siècles plus tard ? Mais oui! Et s'ils avaient l'électricité il y a 6000 ans et qu'en fait personne ne l'avait su et que c'était revenu chez Edison. Non mais vous voyez, c'est ça tout le danger, c'est qu'avec cette belle voix off, avec toutes ces animations, on dirait que c'est vrai. Cette vidéo s'appuie néanmoins sur une étude scientifique très sérieuse, mais une étude qui ne dit pas du tout ça. Une étude du journal des physiques appliquées, sortie 2 mois plus tôt, qui a été extrapolée jusqu'à plus soif. C'est une étude qui affirme effectivement que du fait de leur forme, les pyramides sont capables de concentrer de l'énergie électrique et magnétique dans certaines zones, dont leur base et les chambres mortuaires qui sont à l'intérieur. Donc en gros, les ondes électromagnétiques peuvent se répartir dans une structure comme celle de la pyramide. Mais il est bien écrit dans l'étude que ces propriétés sont purement théoriques. Donc aucun des scientifiques qui a signé cette étude-là n'affirme réellement que les pyramides sont en fait des centrales électriques qui peuvent comme ça capter la foudre et donc qu'il y avait l'électricité courante il y a 6000 ans. Et puis surtout, il n'y a pas d'or sur les pyramides. Non ? Voilà, en fait c'est ça. Gims dit encore une énième bêtise, c'est qu'une égyptologue l'a précisé au Huffington Post hier, il n'y a pas d'or au sommet des pyramides, ni dans la structure même des pyramides. Et il y a un autre élément quand même qui peut pousser certaines personnes à croire cette histoire d'électricité, c'est ce qu'on appelle les ampoules de Dendera. Alors Dendera, c'est une ville de la vallée du Nil, pas loin de Luxor, dans le centre du pays. Et dans les cryptes de ces temples, on a retrouvé ce que vous voyez là à l'image. Et c'est vrai que ça ressemble, c'est vrai, à une ampoule. Sauf que c'est pas du tout une ampoule. En fait, à l'intérieur, c'est un serpent et ça représente en fait la création du monde. C'est une allégorie égyptienne de la création du monde. Donc voilà, pour tous ceux qui doutent quand même, et il y en a beaucoup, il est vrai qu'on n'a pas percé tous les secrets des pyramides, oui, mais je pense humblement que ce n'étaient pas des centrales électriques qui alimentaient les Égyptiens en électricité et que les milliers, voire les millions d'égyptologues qui se sont penchés dessus ne nous auraient rien dit. Et c'est d'autant plus aberrant que l'Égypte est un des peuples antiques qui nous a laissé le plus de traces. Les traces sur des papyrus, des traces sur les tombeaux, sur les pyramides, sur les sarcophages. Ils nous racontaient leur vie quotidienne. Il me semble quand même
humblement une énième fois, que s'ils avaient eu l'électricité, nous en aurions eu, dans les millions de papyrus qui restent, des petites traces. Voilà. En tout cas, Gims est très fort parce qu'il en a tout de suite fait un business de ce buzz. Vous allez voir, hier en story, il a publié d'abord une photo des pyramides en mode centrale électrique. Et puis juste derrière, un sweat disponible à l'achat sur sa boutique. Donc voilà, nouveau coup d'éclat de Gims qui fait un peu de business, un peu de buzz, un peu de tout. Mais voilà, reste à la chanson, frérot, j'ai envie de dire ça. Vous avez regardé le prix du sweat ou pas? Je suis pas allé voir, mais à mon avis, ça doit bien être 50-60 balles à peu près. Très bien. Eh bien, si on multiplie avec le nombre de fans, et voilà. Surtout on est que bien. La vidéo YouTube en question a été vue 525 000 fois. Donc, si on multiplie, ça fait un beau petit pactole. Plus nous qui en parlons, et ainsi tous les médias. Tous les médias également, aussi. on fait une pub extraordinaire à Gims. Très bien. Voilà. En tout cas, merci, cher Loïc. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Cette semaine, elle reçoit André Manoukian. Combien de temps après, comment ça arrive, la nouvelle star La nouvelle star? Longtemps après. Mais ça, c'est une autre vie, ouais. En réalité, du jazz, je vais passer à la composition. Du jazz, je vais rencontrer des chanteuses. Je vais passer du côté féminin de la force. Je découvre le pouvoir de la voix, le pouvoir d'une certaine manière de la muse, même si le mot il est un peu chelou. Mais moi je dis il y a muse et il y a museau. L'inspiration amoureuse, ça existe, je l'ai pratiqué. Et du coup, de groupe de jazz en groupe de jazz, de chanteuse en chanteuse, un jour je tombe sur Liane Folly. Là c'est le succès. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y a une copine réalisatrice qui me fait travailler pour sa maison de disques, qui me fait faire des arrangements. Je bosse avec plein de gens, je bosse avec Aznavour, plutôt que des gens qui m'intéressent moi, parce que on va dire que je suis dans le jazz, on sait que j'ai un son. Et puis il y a un casting pour la nouvelle star, on cherche un jury. Moi j'y vais en me disant ils me prendront jamais. Et parce que je suis un peu atypique, je fais pas de la variété pure et dure. Si j'ai fait des succès, c'est avec Liane, mais c'est un peu à part, c'est un peu élégant, c'est un peu le monde de la variété. J'aime pas ça, je méprise même un peu ça. On est un peu arrogant hein, quand on vient du jazz. Parfois, c'est une musique qui demande à être initiée. Mais comme Thomas Valentin, le patron d'M6, me challenge, mécaniquement, il me dit, mais vous serez capable de... Je dis, bah oui, je suis cabotin, comme tous les artistes, on a un côté comme ça. Après, il me dit, moi, nous, on vous enferme pas dans un château, il n'y a pas d'enfermement, c'est pas de la télé-réalité, on vous demande de faire votre métier. Et moi, mon métier, c'est quoi? Je suis amoureux des voix, j'aime les voix. Et tout d'un coup, on me dit, tu vas en écouter plein. C'est comme si on demande à un gourmand, tu veux bien goûter les pâtisseries d'un grand chef? Et là, on part sur 12, 13? Et là, on part sur 12 saisons, ouais, pour moi. Parce Jamais de lassitude? Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on nous changeait les candidats. C'était pas les mêmes qu'on voyait. Et moi, je pense que pourquoi je l'ai fait autant? Parce qu'encore une fois, je suis amoureux de la voix. Je suis amoureux. Pour moi, c'est le plus bel instrument qui soit. Dans une voix, il y a tout l'être, et ça reste toujours un mystère. Et je reste. Et c'est ça qui m'inspire. Est-ce qu'il y a des candidats avec lesquels vous avez gardé contact? Beaucoup. Julien Doré, Camélia Jordana, récemment, avec qui, chaque fois que je fais un projet, je l'invite. Récemment, je l'ai invitée sur un projet autour de Gainsbourg. Elle est venue chanter avec Mélodie Gardot, avec Isabelle Adjani, avec tout ça. Ouais, je les vois. J'étais content quand c'était les 20 ans, on les a revus. Christophe Willem, je le croise souvent. On a présenté l'Eurovision ensemble. Enfin, voilà, quoi. Amel Benz. Voilà, c'est devenu... On a la sensation d'avoir un peu, en quelque sorte, bouleversé leur vie. Bouleverser leur vie. Professeur, alors, on a deux sensations. Un, on est fier, on se dit putain, on s'est pas planté. Ils sont beaux nos enfants, quoi, parce que finalement. Et puis deux, oui, après bouleversé. Et nous, on faisait partie d'un process qu'il y a, mais du coup, le grand questionnement, c'est le destin, quoi. C'est surtout l'histoire de Julien Doré qui passe à un cheveu. S'il y avait justement une seule prestation à retenir, ça serait laquelle? De la nouvelle star? Ouais. Pour moi, c'est Camélia Jordana qui chante What a Wonderful World. Elle a 16 ans. Oh, un feeling de dingue. Elle a des grosses lunettes. Elle arrive, on croit qu'elle va faire la conque, qu'elle va faire limite une casserole, et puis elle se met à chanter. Et là, on reste comme des idiots, tous les quatre.
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'André Manoukian pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika, merci Dédé. Ouais, je me permets quand même, j'ai fait Nouvelle Star avec lui. Ah, c'est un copain à vous? Bah oui, c'est Dédé, c'est Dédé Manoukian. J'adore Dédé Manoukian. Bah oui. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. D'abord, vous étiez victime d'un proche, comme dans 94% des cas. Exactement, c'est 90% exactement. 90, d'accord. C'est 80% par un membre de la famille et 90% sur un cercle élargi. Donc il n'y a rien de en fait, je suis commun à malheureusement beaucoup de victimes. Et si il y a aussi souvent des proches qui sont auteurs, c'est parce que ça place l'enfant dans une situation totalement impossible. Parce que c'est dénoncer des gens qui sont censés aimer et de le dénoncer auprès d'autres gens qui sont censés aimer les autres. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Oui, et puis le pédocriminel est très habile avec la manipulation, puisqu'il va, avant de s'en prendre à l'enfant, il va justement gagner la confiance de tous ces adultes qui gravitent autour de cet enfant. En général, les parents en premier. Mais effectivement, avant de s'en prendre à l'enfant, il aura gagné cette confiance. Et d'où cette confiance va permettre aussi de verrouiller la parole des enfants. Pour moi, en fait, mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui les vendredis soirs des entraînements de rugby. Et si vous ne le faisiez pas, vous étiez puni? J'étais puni ou des entraînements de rugby ou des répétitions de musique. Et si effectivement je rentrais avec quelqu'un d'autre, j'étais puni d'une de ces deux disciplines. Ce que savaient pas mes parents, c'était que 5 minutes avant de me ramener, ils me violaient. 5 minutes après, ils buvaient le café avec eux. On peut être bien formé gratuitement? Exactement. Donc ça, c'est la philosophie de base chez Gustave. C'est la formation est gratuite parce qu'elle est 100% financée. Alors Gustave, c'est une formation en 2 temps où on a 3 mois 100% à l'école où on va apprendre toutes les bases du métier. Donc le matin en théorie, en apprenant les normes, les différentes, le thermique, le sanitaire. Ou l'électricité pour les métiers de l'électricité, et puis l'après-midi en atelier. Donc là, on va aller dans un atelier qui peut faire 200 à 300 mètres carrés, où on va apprendre pour un électricien à brancher des fils, à brancher un tableau électrique, pour un plombier chauffagiste à découper des tuyaux, à raccorder des lavabos, à braser, à souder. Et à mettre en eau des appareils sanitaires. Donc vraiment apprendre par la pratique. Donc ça, c'est un premier temps chez Gustave de 3 mois. Puis, une expérience de 12 mois en entreprise où on fait 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça, c'est une alternance qui va permettre à la personne qui a appris les bases du métier pendant 3 mois de monter en compétences et de préparer son diplôme pendant les 12 mois suivants. L'électronisme, c'est aussi une fracture numérique qui s'ajoute à la fracture sociale. C'est uniquement une question de maturité technique, pas forcément, Amélia. C'est une question, avant tout, je pense effectivement, de compétences. Et si je regarde par le prisme de l'éducation et de la parentalité, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus de parents se désengagent de leur rôle parental vis-à-vis du numérique parce qu'ils ont un sentiment d'incompétence, d'incapacité à accompagner leur enfant, alors que c'est hyper important, au contraire, de pouvoir être dans cet accompagnement. C'est la Société française de pédiatrie elle-même qui a formulé cette recommandation face au numérique, oser la parentalité. Et quelque part, ça peut être aussi une opportunité pour ces parents, quelque part, de travailler leurs compétences numériques via l'accompagnement de leurs enfants. Clairement. Il y a une chose que je vois aussi, c'est à quel point certains de ces jeunes qui, a priori, ont un téléphone à longueur de journée dans la main, sont en difficulté avec un clavier et une souris. 1 sur 5, on le rappelle, dans ce dernier rapport, 1 sur 5 qui avoue être en difficulté. Et ils ont des interfaces qui sont hyper bien conçues et hyper addictives, dans le sens où elles sont faciles d'utilisation, elles stimulent énormément leur cerveau sur des images, des vidéos, beaucoup de choses qui sont dites et de manière audio et beaucoup moins en lecture, et ils se retrouvent en difficulté face à des formulaires. Ils se retrouvent en difficulté par rapport à des synthèses à faire. Donc on a, comme le dit Amélia, au-delà même du numérique, un problème aussi même mécanique sur l'utilisation de la souris qu'on retrouvait chez les personnes âgées et que je retrouve aujourd'hui chez des jeunes parce qu'ils touchent les informations qu'ils ont besoin de voir. Mais ils ne peuvent pas manipuler du coup la souris. Exactement. Et ça, je trouve ça m'a un peu choqué. Et l'autre chose à laquelle j'assiste aussi,
et moi pour en être victime avec mes enfants, c'est effectivement, comme le disait Nathanaël, ça va vite, et que parfois certaines interfaces, je ne suis pas aussi à l'aise que mes enfants. Et donc en fait, j'ai même moi, à mon niveau, même si je ne trouve pas d'électronisme, un besoin parfois de rattraper, comme je le dis à Amélia, ce que font mes enfants sur ces appareils pour être à leur niveau et les accompagner. Le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie génétique qui entraîne un grand nombre de symptômes qui vont être de nature et de degré variables selon les enfants. C'est un syndrome qui principalement est caractérisé par une hypotonie sévère. Donc, qu'est-ce que l'hypotonie ? Vous lisez dans mes yeux. Oui, on a ce truc entre nous. On a ce truc entre nous. C'est un enfant qui va être peu tonique, musculairement parlant. Un peu mou, quoi. Un peu mou, voilà. L'hypotonie, donc un trouble de la croissance, donc un enfant qui grandit pas de manière linéaire, et ensuite, surtout, et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, une tendance à l'hyperphagie, c'est-à-dire le fait de manger sans faim. Vous vouliez la définition, j'ai vu aussi dans vos yeux. Absolument. Et ça va arriver plutôt entre 2 ans et 8 ans, et sans prise en charge adaptée, ça va conduire à l'obésité, j'imagine. Et oui. Voilà. Pourquoi on le développe, ce syndrome ? On le sait surtout depuis 1981, donc c'est une anomalie génétique. Et en 1981, on a découvert que c'est une perte de gène, attention, c'est très technique, sur le bras long du chromosome 15 qui en est responsable. C'est génétique. Mais attention, important de le savoir, dans 98% des cas, c'est quelque chose qui va se produire lors du développement de l'enfant. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des projets, comme vous les appelez, des projets concrets, de plus en plus de femmes dans un milieu, on a dit, cette image qui est plutôt masculine, effectivement. Bien sûr, alors dans le bâtiment aujourd'hui, on a sur le terrain, on a moins d'1% de femmes dans les métiers du terrain du bâtiment. Donc ce qu'on va appeler métier terrain, ça va être tout ce qui est les femmes qui font des métiers de la plomberie, de l'électricité, mais qui sont vraiment sur le terrain à faire le métier, à bricoler. Par contre, dans les bureaux, on voit qu'en effet, il y a beaucoup de femmes dans les bureaux, dans les métiers du bâtiment. Il y a évidemment un cliché, parce que plus il y a de femmes dans les bureaux, moins il y a de femmes sur le terrain, et plus on va embaucher des hommes sur le terrain et des femmes dans les bureaux. Donc aujourd'hui, il y a toujours autant de femmes qui ont envie de travailler dans le bâtiment qu'il y avait hier, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui osent passer le pas d'aller travailler dans le bâtiment, parce qu'on encourage plus les femmes à suivre leur voie, malgré le fait que le métier soit plus imaginé pour des hommes. Donc oui, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, mais il reste encore un chemin tellement long et sur lequel il faut qu'on travaille tous d'arrache-pied pour encourager les petites filles qui sont à l'école et les femmes qui ont envie de travailler dans les métiers du bâtiment à pouvoir le faire. Et ça passe aussi par le fait de donner envie et de rassurer en montrant des parcours de femmes qui ont poursuivi leur voie et qui aujourd'hui s'épanouissent dans des métiers du bâtiment. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour revoir toutes les émissions. Vous pouvez écrire surtout à Loïc Landreau qui sera ravi de vous répondre, cher Loïc. Mais vous savez que vous le dites quasiment à chaque fois que je suis là, personne ne m'écrit jamais. Mais non, mais vous mentez, mais c'est parce que vous ne regardez pas bien. Ah, c'est pour ça. Oui, il y a des demandes qui sont faites, là, qui sont extraites sur Insta cachées. Oui, c'est ça. Voilà, et sur LinkedIn aussi, et tout ça. Moi, je reçois les vôtres, en tout cas, je vais vous les transmettre. Okay. Toute l'équipe aujourd'hui, merci beaucoup à la réalisation. C'est Angèle Jean-Girard, le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage, Colline Hamel, et à la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Bisous à tous, bonne soirée, ciao.